Bonjour Odette. Bonjour Julien. Parlons d'une sociabilité naturelle. Les hommes vivent sous des lois communes. Qu'est-ce que cela nous apprend de la nature de l'homme? Est-ce une identité stable et permanente, l'aptitude au raisonnement et à la communication, qui se révèle par là ou bien seulement le résultat de circonstances contingentes? Cette nature, à supposer qu'elle existe, est-elle le propre de l'homme? Humaine ou animale, une société est une organisation, elle implique une coordination et généralement aussi une subordination d'éléments les uns aux autres, elle offre donc, ou simplement vécu ou, de plus, représenté, un ensemble de règles ou de lois. Mais, dans une ruche ou dans une fourmilière, l'individu est rivé à son emploi par sa structure, et l'organisation est relativement invariable, tandis que la cité humaine est de forme variable, ouverte à tous les progrès. Il en résulte que, dans les premières chaque règle est imposée par la nature, elle est nécessaire, tandis que dans les autres une seule chose est naturelle, la nécessité d'une règle plus donc. Dans une société humaine, on creusera jusqu'à la racine des obligations diverses pour arriver à l'obligation en général. Plus l'obligation tendra à devenir nécessité, plus elle se rapprochera de l'instinct, dans ce qu'elle a d'impérieux. Et néanmoins on se tromperait grandement si l'on voulait rapporter à l'instinct une obligation particulière, quelle qu'elle fût. Ce qu'il faudra toujours se dire, c'est que, aucune obligation n'étant de nature instinctive, le tout de l'obligation eût été de l'instinct, si les sociétés humaines n'étaient en quelque sorte lestées de variabilité et d'intelligence. C'est un instinct virtuel, comme celui qui est derrière l'habitude de parler. La morale d'une société humaine est en effet comparable à son langage. Il est à remarquer que si les fourmis échangent des signes, comme cela paraît probable, le signe leur est fourni par l'instinct même qui les fait communiquer ensemble. Au contraire, une langue est un produit de l'usage. Rien, ni dans le vocabulaire ni même dans la syntaxe, ne vient de la nature. Mais il est naturel de parler, et les signes invariables, d'origine naturelle, qui servent probablement dans une société d'insectes représentent ce qu'eût été notre langage si la nature, en nous octroyant la faculté de parler, n'y eût joint cette fonction fabricatrice et utilisatrice de l'outil, inventif par conséquent, qu'est l'intelligence. Reportons-nous sans cesse à ce qu'eût été l'obligation si la société humaine avait été instinctive au lieu d'être intelligente. Nous n'expliquerons ainsi aucune obligation en particulier. Nous donnerons même de l'obligation en général une idée qui serait fausse si l'on s'en tenait à elle, et pourtant à cette société instinctive on devra penser, comme à un pendant de la société intelligente, si l'on ne veut pas s'engager sans fil conducteur dans la recherche des fondements de la morale. Le dilemme semble clair, puisque la justice, à l'évidence, tend à promouvoir l'utilité publique et à soutenir la société civile, soit le sentiment de justice est dérivé de notre réflexion sur cette tendance, soit, comme la faim, la soif et les autres appétits, comme le ressentiment, l'amour de la vie, l'attachement aux enfants et les autres passions, il provient d'un simple instinct originel, présent dans le cœur humain, implanté par la nature, pour de semblables fins salutaires. Si cette dernière proposition est vraie, il s'ensuit que la propriété, qui est l'objet de la justice, est également reconnue par un simple instinct originel, et n'est établie par aucun argument ni par aucune réflexion. Mais qui de nous a jamais entendu parler d'un tel instinct? Ou bien est-ce un sujet où l'on peut faire de nouvelles découvertes? Autant vaudrait nous attendre à découvrir, dans notre corps, de nouveaux sens, qui auraient jusqu'ici échappé à l'observation de toute l'humanité. Mais en outre, bien que cela semble une proposition très simple que de dire que la nature, par un sentiment instinctif, met en évidence la propriété, cependant nous découvrirons en réalité que sont requis à cette fin 10 000 instincts différents, qui sont employés pour des objets de la plus grande complexité, et les plus délicats à discerner. Car, lorsqu'on demande une définition de la propriété, on constate que cette relation se résout en la possession acquise par l'occupation, le travail, la prescription, l'héritage, le contrat, etc. Pouvons-nous penser que la nature, par un instinct originel, nous instruise de toutes ces méthodes d'acquisition? Ces mots également, héritage et contrat, représentent des idées infiniment compliquées. Pour les définir exactement, 100 volumes de lois et 1000 volumes de commentaires se sont révélés insuffisants. La nature, dont les instincts sont tout simples chez les hommes, embrasse-t-elle des objets si compliqués, si artificiels, et crée-t-elle un être rationnel sans rien confier à l'opération de sa raison? Mais,
Quand bien même on admettrait tout cela, ce ne serait pas assez. Les lois positives peuvent transférer la propriété. Est-ce par un autre instinct originel que nous reconnaissons l'autorité des rois et des sénats, et que nous marquons toutes les limites de leur juridiction? Les juges aussi, même lorsque leur sentence est erronée et illégale, doivent être investis, dans l'intérêt de la paix et de l'ordre, d'une autorité décisive, et avoir le dernier mot dans la détermination de la propriété. Avons-nous des idées innées et originelles des prêteurs, et chanceliers, et jurys, qui ne voient que toutes ces institutions émanent simplement des besoins de la société humaine? Tous les oiseaux de la même espèce, en tout temps et tout lieu, construisent des nids identiques. Nous voyons là la force de l'instinct. Les hommes, en des âges et des lieux différents, donnent à leur maison des structures différentes. Ici, nous pouvons voir l'influence de la raison et de la coutume. Une inférence semblable peut se déduire de la comparaison de l'instinct de reproduction et de l'institution de la propriété. Aussi grande que puisse être la variété des lois civiles, il faut reconnaître que leurs grandes lignes se rejoignent assez régulièrement, car les buts vers lesquels elles tendent sont partout exactement semblables. De même, toutes les maisons ont un toit et des murs, des fenêtres et des cheminées, et ceci, bien qu'elles soient diverses dans leur forme, leur allure, et les matériaux utilisés. Les buts assignés aux maisons, qui visent les commodités de l'existence humaine, ne dévoilent pas plus évidemment qu'ils proviennent de la raison et de la réflexion, que ne le font les fins des lois, qui toutes tendent vers une fin analogue.